Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Asdine, merci infiniment pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et donc, je vais vous parler de la radiologie interventionnelle et ce qu'elle fait en oncologie thoracique. Vous voyez que les cancers bronchiques, malheureusement, restent une forte cause de mortalité, avec des patients à peine 20% qui peuvent être opérés. Donc, il faut bien faire quelque chose pour ces malades. Il y a d'autres thérapeutiques, dont la thermoablation, la radiothérapie stéréotaxique, et puis des traitements palliatifs ou même des traitements qui s'inscrivent dans une démarche curative de l'embolisation hémostatique et même de l'embolisation tumorale qui permet d'acheminer des médicaments directement dans les tumeurs. Vous voyez qu'il y a un panel de choses que l'on peut faire en radiologie interventionnelle autour du cancer, en synergie avec nos collègues cliniciens, oncologues, pneumologues, chirurgiens, radiothérapeutes. On peut faire des biopsies, bien sûr, des ponctions biopsies. On peut repérer les lésions avant la chirurgie. Il y a une grande place à la thermoablation. Il y a des thérapeutiques locales aujourd'hui avec des drogues véhiculées, que ce soit la chimiothérapie, la radioembolisation, l'immunoembolisation qui est un futur, des traitements vectorisés avec des virus oncolytiques, des traitements d'hémostase, l'embolisation hémostatique, le stenting, la veine cave supérieure quand il y a des obstructions, et les nouveautés que sont ce qu'on appelle les théranostiques, dans lesquels le radiologue peut jouer un rôle majeur. Alors, je ne vais pas passer tout en revue, mais je vais vous parler des éléments essentiels. La thermoablation, le souffle de la thermoablation qui a pignon sur rue et qui s'adresse à des malades dans une intention curative, des fois pour des petites tumeurs, chez des malades qu'on ne peut pas opérer ou avec des métastases, on peut les guérir de ces lésions. On peut s'inscrire dans une démarche de mise au repos de la chimiothérapie parce que les patients en ont marre. On peut faire des pauses thérapeutiques de chimio. Et dans l'alternative, on fait de la thermoablation, même de plusieurs lésions chez des patients qui sont oligométastatiques. Et puis, on s'intéresse de plus en plus aux patients qui évoluent très progressivement pour rendre leur maladie néoplasique un peu chronique, comme un diabète, comme une hypertension artérielle. Et là, au coup par coup, on va faire de la thermoablation. Alors, cette thermoablation, elle va s'adresser essentiellement aux métastases pulmonaires, vu leur nombre. À l'inverse, le cancer primitif, aujourd'hui, il est plutôt l'apanage de la radiothérapie stéréotaxique. Il faut bien que chacun ait sa part du gâteau, entre guillemets. L'élément clé dans la thermoablation, c'est bien sûr traiter les lésions qui sont petites. Les lésions qui font moins de 2 cm, ce sont les lésions qui vont guérir. Dès qu'on va vouloir traiter des lésions au-delà, on va léser du résidu tumoral et on va faire des dégâts dans le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire des complications. Ça, c'est l'élément clé et c'est démontré par l'ensemble des études. Et ça ne concerne pas que le foie, que le poumon, mais également le foie, le rein et plein d'autres organes. Alors, vous voyez des exemples, on peut utiliser des aiguilles ici pour traiter des lésions et avoir une zone de destruction, comme vous pouvez la voir ici, une zone de destruction dans laquelle est englobé le nodule avec une sémiologie bien particulière que connaissent les radiologues au fur et à mesure du temps des scanners évolutifs. Vous voyez, on peut faire des techniques un peu particulières, les intubations sélectives, où on va figer le poumon dans lequel il y a le nodule parce qu'il est d'accès difficile, et on va faire ça sous cone beam CT, pas sous scanner, mais dans une table d'angiographie munie d'un scanner rotationnel pour traiter ce petit nodule que vous voyez qui est tout niché ici à côté du médiastin. On peut avoir aussi des nodules qui sont, comme ici, proches du médiastin, avec le nerf phrénique qui est dans les parages, et chez ce patient, on va créer un pneumothorax de façon artificielle avec du CO2 pour dégager la lésion du médiastin et du passage du nerf phrénique à cet endroit-là, et pouvoir traiter ce nodule sans risque. Alors voilà le résultat de ce nodule dans le suivi évolutif. Ça donne des choses qui sont un peu bizarres, auxquelles les radiologues sont habitués quand ils suivent ces malades, pour être sûr que le malade n'est pas en récidive. Comparaison stéréotaxie, radiothérapie stéréotaxique et radiofréquence, bon, chacun a sa part du gâteau, comme vous le savez. À 1 an, 2 ans, on a à peu près les mêmes résultats. Il semble que la radiothérapie stéréotaxique est plus efficace à 3 ans, à 5 ans. La radiothérapie stéréotaxique a des complications, un type de pneumonie radique. La radiofréquence, bien sûr, ou la thermoablation au sens large, expose au pneumothorax. Mais dites-moi quel est le chirurgien thoracique qui fait une résection pulmonaire sans créer de pneumothorax. En fin de compte, c'est une complication. Ce n'est pas une complication, c'est quelque chose d'assez banal à partir du moment où on perce le poumon. L'essentiel, c'est de savoir gérer ce pneumothorax par la suite.
Si l'on résume, cette thermoablation dans le cancer bronchopulmonaire, on va utiliser le plus souvent la radiofréquence. Si je prends l'exemple du Maroc, il faut qu'on utilise la radiofréquence parce que ce sont de petits appareils, ça coûte pas cher et c'est efficace sur des lésions qui font moins de 2 cm. On va prendre du micro-ondes qui va brûler plus quand on a des lésions qui sont plus grosses et pour lesquelles on n'a pas de possibilité thérapeutique chirurgicale ou de traitement de chimiothérapie ou autre. Et puis, on va utiliser de la cryothérapie chaque fois qu'on est proche de la paroi thoracique, puisque la radiofréquence peut brûler les côtes, elle peut brûler la plèvre et donner des douleurs qui sont importantes au niveau intercostal, alors que la cryothérapie permet de faire des traitements vraiment de façon assez élégante. C'est ce que j'utilise personnellement depuis un certain temps. Et surtout, l'avantage majeur, c'est que les patients ne sont pas intubés. Quand on fait une radiofréquence à micro-ondes, on est obligé d'intuber le patient, parce qu'on va brûler à 70 degrés jusqu'à 200 degrés en micro-ondes, c'est insupportable. Quand vous faites de la cryothérapie, sous simple sédation, le patient ne sent strictement rien. Il y a 3 jours, un patient me dit le lendemain, je ne sais même pas si vous m'avez fait quelque chose durant cette procédure. Donc dire, c'est un traitement qui est assez... Alors, le paradoxe, c'est que ça coûte cher par rapport à une radiofréquence, puisque l'aiguille simple, notamment ici au Maroc, elle est aux alentours de 20 000 dirhams l'aiguille. Alors des fois, on est obligé d'utiliser 3 aiguilles. Donc vous voyez que les métastases vont être l'apanage de la thermoablation sur un poumon sain, avec peu de risque de pneumothorax. Il y a plusieurs lésions. Et croyez-moi, on peut traiter jusqu'à, je n'exagère pas, jusqu'à 20 métastases chez un malade. Pas une seule session, bien sûr. On peut faire ça en 3-4 sessions. On traite 3-4 lésions, et puis ensuite, la session suivante, on traite aux autres, on passe à l'autre poumon. Donc les malades avec une oligomaladie qui évolue lentement, on peut les guérir de leur métastase. La radiothérapie stéréotaxique va s'intéresser au cancer primitif, sauf quand on ne peut pas la faire. À ce moment-là, on fait une radiofréquence ou une cryothérapie. Alors, la question qui se pose, faut-il faire un prélèvement pendant ou la radiofréquence ou la thermoablation au sens large? Il y a une étude de l'Institut Gustave Roussy qui montre que quand on vous mettez l'aiguille dans la lésion pour la traiter, le risque c'est que ça fasse une hémorragie, surtout quand le nodule est petit. Donc si vous voulez faire une biopsie au départ, vous créez une hémorragie, vous ne voyez plus le nodule. Pour le traiter, vous êtes en difficulté. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on met l'aiguille de traitement, on chauffe la lésion ou on la refroidit, et quand on a fini, on fait le prélèvement. Et cette étude-là montre que faire le prélèvement immédiatement après la thermoablation donne exactement les mêmes résultats que comme si on l'avait fait avant. Donc si vous devez la faire, eh bien, faites votre radiofréquence et dans le système coaxial, vous faites le prélèvement par la suite, il sera à 99% positif. Donc ça, c'est le chapitre thermoablation, lésions moins de 2 cm, surtout des métastases, rarement des cancers primitifs, et je privilégierai plus la cryothérapie parce que ça se fait sous anesthésie loco-régionale et sédation. Les traitements, les thérapies endovasculaires. Les thérapies endovasculaires, on va les faire par les artères bronchiques ou par les artères pulmonaires pour traiter les tumeurs. Vous voyez, par exemple, là, c'est le quotidien des hémorragies qui surviennent sur une tumeur carcinoïde. On va y aller pour faire une embolisation. Vous voyez, on prend une artère bronchique et on va dans cette artère bronchique, on arrive directement dans la tumeur, on a l'hypervascularisation, on fait l'hémostase en mettant des particules qui vont fermer l'artère. Imaginons, demain, ces particules chargées en un médicament qui va traiter la tumeur endocrine. Et c'est déjà d'actualité parce que je vais vous en parler dans les perspectives qui sont quasiment présentes. Donc voilà, on a arrêté l'hémorragie, mais on peut aussi dire j'arrête l'hémorragie et je relargue progressivement une drogue anti-tumeur endocrine. Regardez ces deux tumeurs-là, ce cancer bronchique avec cette artère bronchique qui nourrit la tumeur et qui nourrit les ganglions également. Vous faites l'hémostase parce que le malade saigne, mais demain, ces particules-là seront chargées en produits radioactifs ou en drogue d'immunothérapie ou de chimiothérapie pour agir en même temps sur cette lésion. Voilà, ça s'est totalement démontré, cette hémorragie-là. On a mis des particules dans cette lésion-là, parce qu'elles sont chargées en sulfate de barium qui est opaque, et on voit parfaitement bien ces particules dans la tumeur. Donc demain, si c'est chargé avec un médicament, eh ben, ça va se relarguer et faire un traitement loco-régional. Vous voyez que le traitement de l'hémoptysie change le pronostic des patients pour les améliore le pronostic de ces malades. Ça, on l'a démontré dans une étude. Et regardez encore ce nodule qui est tout à fait périphérique. Vous voyez la petite artère qui est dedans, cette artère pulmonaire, elle arrive à l'intérieur. Et je peux modestement y aller. Je peux aller me mettre dans le cœur de ce nodule. Donc, demain, un malade qui a 3 nodules pulmonaires,
On peut, sous anesthésie locale, faire une angiographie pulmonaire avec une navigation aidée par la robotique, par l'intelligence artificielle, se mettre avec un microcathéter dans le centre du nodule par l'artère pulmonaire et mettre une fibre de curithérapie, à titre d'exemple. S'il en a 3 ou 4, on va faire le tour du poumon et on va poser les fibres de curithérapie à l'intérieur pour faire un traitement loco-régional. Ça, ce sont des cas que nous avons faits pour des hémorragies hémostatiques, mais ça nous donne la route pour cette radiologie interventionnelle thérapeutique. Regardez ici, encore une fois, cette tumeur avec cette hypervascularisation bronchique. Vous voyez un mélanome ici avec cette hypervascularisation provenant d'une artère bronchique. Donc là aussi, cette tumeur mélanique, elle peut être traitée par un traitement tout à fait local. Et encore une fois, le nodule que je viens de vous montrer avec l'accès directement par l'artère pulmonaire. Ce traitement loco-régional, vous le savez bien, va donner cet effet abscopal en réveillant toute l'immunité pour aller traiter toutes les cellules qui sont circulantes au niveau systémique. Une étude récente de phase 1 et la phase 2 qui est en cours, une étude américaine, qui montre parfaitement que les tumeurs pulmonaires, qu'elles soient primitives ou secondaires, sont à 90% vascularisées par les artères bronchiques essentiellement, et qu'on peut emprunter ces artères pour aller les traiter. Et dans des séries ici tout à fait de désespoir, parce que les malades ne répondaient à aucun traitement, ben vous voyez quand ils ont eu cette chimioembolisation, encore une fois avec des drogues tout à fait rudimentaires des anciennes, la mitomycine et de l'ipiodol, il y a eu quand même 40% de réponse métabolique chez des malades qui étaient censés être mis en soins palliatifs. Voilà donc ce traitement. On est parti de l'embolisation de l'hémoptysie pour arriver à mettre des drogues dans ces particules d'embolisation et faire du traitement loco-régional, qu'il soit de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, des virus oncolytiques, que ce soit plein de médicaments qui peuvent être véhiculés et aller être traités localement. Le syndrome cave supérieur, je passe rapidement pour dire que, alors il ne faut pas hésiter à traiter les malades qui ont un syndrome cave supérieur pour que vous puissiez, vous, cliniciens, les traiter d'emblée quand ils sont comme ça, gonflés, pour pouvoir leur donner les autres traitements, de la chimiothérapie, la radiothérapie, les allonger sur une table de radiothérapie n'est pas possible si le malade a un syndrome cave supérieur, il faut le faire d'emblée. Il y a une innovation dont je suis personnellement très content, ce stent-là, je ne vis pas de publicité, je n'ai aucun lien d'intérêt avec la société Mérite Médicale, mais ce stent couvert, nouveau, qui s'appelle le Rhapsody, il permet de traiter de façon efficace les syndromes cave supérieur en mettant à l'abri la progression, la colonisation du stent par la tumeur. Puisqu'avant, on mettait des stents non couverts et la tumeur venait se remplir le stent et faire des obstructions secondaires. Aujourd'hui, on est à l'abri de l'invasion tumorale à l'intérieur de la veine cave supérieure et ensuite, on est à l'abri des complications, notamment la rupture dans le péricarde de ces tumeurs, puisque la veine cave supérieure, rappelez-vous, elle est intrapéricardique. Alors voilà un exemple ici d'une malade qui est complètement gonflée avec un syndrome cave supérieur. On va lui mettre une prothèse couverte ici qui va permettre aux cliniciens, oncologues, de lui donner les traitements qu'il faut dans de meilleures conditions. Ce stenting couvert est tout à fait efficace. C'est bien démontré dans la littérature. Vous voyez la malade ici à gauche. Comment voulez-vous la prendre en charge, vous, cliniciens? C'est impossible. Et bien, d'emblée, elle va passer pour avoir un stent couvert. Au bout d'une semaine, elle va mieux. Et ensuite, on peut démarrer les autres traitements. On peut même aller beaucoup plus loin chez des malades avec des situations graves. Ici, il y a un syndrome cave supérieur qu'on va traiter chez ce malade. Il va bien, mais le traitement que vous avez donné a fait une nécrose de l'artère pulmonaire ici. Et dans ce cas-là, on va, en même temps, vous voyez, ce stent, il est toujours perméable. On va lui boucher cette artère pulmonaire droite sans autre forme de procès parce qu'il faut lui sauver la vie en mettant un gros plug, un gros bouchon dans cette artère pulmonaire afin de lui permettre une survie qui ne sera pas très longue, mais en tout cas qu'il ne meure pas d'asphyxie par hémorragie massive. Les perspectives, et c'est là où l'élément, moi qui me fait plaisir et qui me donne toujours de l'énergie pour naviguer dans ces artères pulmonaires et ces artères bronchiques, c'est qu'aujourd'hui, on passe de l'embolisation hémostatique à ce qu'on appelle le theranostique. Je suis quasiment à la fin. Il y a deux domaines dans lesquels ce theranostique intervient aujourd'hui. Ce sont les tumeurs endocrines, vous voyez, avec ces peptides récepteurs radionucléides thérapie, c'est-à-dire qu'on a dépassé l'ère de l'yttrium 90 pour aller à un autre produit radioactif qu'on va acheminer soit de façon systémique, soit de façon loco-régionale, ciblée sur les lésions. On le fait dans les tumeurs endocrines et on le fait aujourd'hui dans les cancers de prostate qui sont résistants. Mais c'est sûr que ça arrivera dans le cancer du poumon, ça arrivera dans le foie, ça arrivera dans plein de domaines. Vous voyez l'exemple ici d'une tumeur endocrine avec ce PET scan,
qu'on appelle le dotatoc, et cette fixation qui est très nette, et ça va permettre d'aller par l'artère bronchique s'il le faut, par l'artère pulmonaire, aller directement dans ces métastases pour les traiter, aller dans une artère intercostale pour traiter les métastases rachidiennes, ou faire tout simplement un traitement systémique par voie intraveineuse pour faire véhiculer ces radionucléotides qui vont aller se liguer, se fixer aux récepteurs tumoraux et les traiter localement. L'exemple ici des métastases qui sont liées à un cancer de la prostate, pareil, ça peut être du traitement systémique comme ça peut être du traitement ciblé si nous n'avons qu'une seule métastase résistante au traitement habituel ou dans l'impossibilité de pouvoir l'opérer. Je conclus en disant que tout modestement, c'est là où le talent se joint à l'innovation, parce que les radiologues interventionnels, bon, c'est une denrée rare malheureusement. Je vois bien qu'au Maroc, j'allais dire, et sans faire du mal à mes collègues, mais on y travaille, il y a une dizaine de radiologues interventionnels qui font à peu près tout. Toute la radiologie interventionnelle, il faut au moins une centaine d'ici j'allais dire, une vingtaine d'années pour que ça puisse couvrir un peu tout le territoire. Ils sont sollicités pour des traitements percutanés, de plus en plus pour des traitements endo-artériels, qu'ils soient bronchiques, pulmonaires, mais également dans les autres organes. Le foie, qui est notre vraiment organe de prédilection pour le traitement interventionnel. Il faut qu'on navigue dans les artères et on renavigue dedans. Bien sûr, ça nécessite la dextérité. On est aidé et pas supplanté par l'intelligence artificielle et la robotique. Saoussane en parlera dans l'après-midi. Et tout ça, évidemment, on ne peut le faire qu'en synergie avec vous. Voilà, merci de votre attention. Merci, professeur, pour cette présentation claire et concise. Si vous permettez, je vais laisser la parole à la salle pour d'éventuelles questions. Oui, docteur. Merci, c'est Mustafa. C'était vraiment bon, beau et précis. Le timing était bien respecté, je te remercie. Moi, c'est une question par rapport à la radiologie interventionnelle. C'est sûr qu'elle a une grande place, mais si je veux parler surtout de la radiofréquence ou bien la cryobiopsie, est-ce qu'on est encore dans la logique de la considérer comme alternative actuellement ou bien comme thérapeutique à pleine, c'est-à-dire thérapeutique dans la prise en charge du cancer, sachant que s'il est utilisé, peut utiliser plutôt, est-ce que c'est par culture médicale ou bien c'est par manque de preuves scientifiques? Mais je ne parle pas de tout ce qui est prothèse, tout ce qui est... Tu parles que de la thermoablation, de la radiofréquence, de la thermoablation au sens large. Moi, la première des choses sur laquelle j'insiste, quand on m'adresse un patient pour faire un traitement, je ne prends jamais l'initiative d'aller utiliser les outils à ma disposition pour le traiter. Il faut que la décision, enfin la proposition de traitement soit consensuelle et qui émane d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça, c'est un élément clé. Donc, c'est pour dire que ces outils-là, en fait, ils ne sont pas là dans le placard de la radio interventionnelle pour les utiliser quand on juge, nous, les utiliser. Est-ce que c'est une alternative? Sûrement pas. C'est un outil qui permet de s'ajouter aux autres traitements. Je prends le foie comme exemple. Le malade a des lésions à droite, à gauche. On ne peut pas lui faire une hépatectomie, on ne peut pas lui faire de transplantation. On va opérer les lésions qu'il faut opérer et on va traiter en péropératoire les lésions par radiofréquence ou par cryo ou chimio ou micro-ondes durant l'intervention. Donc c'est un complément. Ça peut être uniquement la solution parce qu'on ne peut rien faire. Ça peut être le complément de traitement. Donc tous les cas de figure sont possibles avec ces thérapeutiques. Elles sont dans le placard. Pour faire simple, l'appareil de radiofréquence dans notre hôpital, il n'est pas stationné en radiologie, il est stationné au bloc opératoire. Donc il est à la disposition des cliniciens quand il faut l'utiliser comme technique seule ou en complément des autres traitements. Une deuxième question.
Merci pour cette excellente présentation. Justement, je pense que vous avez répondu. C'est-à-dire quelqu'un qui a des métastases pulmonaires. On va traiter par, justement, curithérapie, mais ça n'empêche pas de faire un traitement par chimio, vu que ces lésions peuvent être disséminées de façon hématogène. Donc, on risque de faire un premier traitement par curithérapie, et l'année d'après, d'autres lésions, et ainsi de suite. Bien sûr. C'est-à-dire les autres traitements, ça ne les arrête pas. Sauf quand on ne peut pas faire de la chimiothérapie parce que le malade il a des complications, des effets secondaires et tout. On va faire une pause, on va faire un traitement local. Une personne âgée qui a une métastase dont l'indication de principe est une chimiothérapie, mais vu l'âge, on ne peut pas la faire, on peut dire, dans ce cas précis, on va faire un traitement local uniquement, sans faire de la chimio. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un menu, comme au resto, c'est à la carte. Et c'est en fait la présence du radiologue interventionnel aussi dans les RCP qui suggère ces choses-là. Dans des centres où il n'y a pas ces traitements-là, on dit on n'a pas le choix, on fait une chimio. Mais quand le radiologue est là, il dit moi je ne peux pas aller traiter cette lésion, on va faire une pause de chimiothérapie et on traite. Donc tous les cas de figure sont possibles et se discutent au fur et à mesure dans les RCP. Et s'il vous plaît, à l'inverse, quand on a un nodule cutané qui ne fait pas sa preuve, après plusieurs scanners, est-ce qu'on est à même de faire ce traitement sans preuve histologique, ou il faut quand même avoir une preuve histologique néoplasique pour traiter? Alors, la preuve histologique, il faut absolument la voir. Il faut la voir quand on peut la voir. Si on ne peut pas la voir, se développent aussi des logiciels, des cinétiques de rehaussement des lésions qui plaident pour la malignité ou pour la bénignité dans les lésions. Et je peux vous dire aussi, quand on arrive à faire un traitement, aujourd'hui on peut biopsier un nodule qui fait 8 mm. Donc la preuve histologique, on arrivera toujours à la faire avec des aiguilles inframillimétriques. Merci, c'est toujours un plaisir donc, de vous écouter. Ma question, effectivement, vous avez déjà répondu en partie, c'est-à-dire en ce qui concerne ces nodules. Comme vous le savez, donc, un cancer bronchique primitif qui est traité et au cours de l'évolution, l'apparition des nodules, qui évidemment, on va suivre donc, les algorithmes, que ce soit des Fleischner ou autres. Et comment est-ce que vous inscrivez donc l'ablation de ces nodules? Est-ce que dans le cadre en collégial ou en RCP pour intervenir, ou bien on pourrait suivre l'évolution de ces nodules jusqu'à un certain niveau, une certaine taille pour intervenir, soit par donc, le radiologue comme vous, ou bien donc chirurgicalement ou autre. Comme vous le voyez l'approche. Ok, alors quand on a, je prends l'exemple des métastases pulmonaires, un cancer du rectum qui est opéré avec un nodule ou deux nodules qui sont apparus dans un lobe, le malade a eu une résection de ce lobe. C'est la première indication. On ne va pas les traiter par thermoablation d'emblée. On va les envoyer au chirurgien pour les opérer, qui va faire une segmentectomie, une wedge, retirer les lésions. Il peut opérer une fois, deux fois, peut-être trois fois. Quand il va en avoir, entre guillemets, marre, il va dire, ce malade-là, il a maintenant 4-5 lésions, il a déjà été opéré, on ne peut pas le faire. Donc là, on peut dire, il en a une ou deux proche du médiastin, on discute avec le radiothérapeute, il dit moi je peux faire une radiothérapie stéréotaxique, c'est pas risqué, tant mieux. Il dit je ne peux pas le faire parce qu'il a 5 lésions, et là on rentre en jeu. On va dire non, on pourra les traiter. Et à ce moment-là, on va les programmer, soit dans la même session s'ils sont dans le même poumon ou dans un autre. Alors on ne va pas attendre qu'ils atteignent de 3 cm pour les traiter. S'ils sont apparus dans la chronologie, ils n'étaient pas là, où ils faisaient 3 mm, maintenant il faut 5 mm, ils font 6 mm. En dessous d'un centimètre, on va se dire on ne va pas trop attendre. On va aller à ce moment-là les traiter. Et ensuite, on voit si on peut poursuivre le traitement systémique, si le malade le supporte, qui de toute façon devra être fait. Alors, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que quand on veut faire de la thermoablation au sens large, il y a un processus de réparation du poumon, ou du foie ou n'importe quel organe, qui nécessite l'arrêt des anti-angiogéniques quand ils ont été donnés. Il faut les arrêter pendant 4 semaines, parce que sinon la cicatrisation ne se fait pas, et puis il y a les complications d'abcès, d'hémorragie, de tout ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Vous voyez, c'est une discussion au cas par cas. Merci, docteur. On a une quatrième question. Merci Sébastien pour cette très belle présentation qui montre toujours la place du radiologue depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Ma question concernant le syndrome cave supérieur. Donc, vous avez parlé du stent protégé, parce qu'on voit des patients qui ont un syndrome cave supérieur, donc soit par compression médiastinale ou bien un envahissement très important
de la veine cave. Est-ce qu'il y a des limites de ce stent couvert? Merci. Alors, ce sont des éléments techniques. Les stents ont un gros diamètre, ils sont longs, qui font jusqu'à 10 cm. Ça permet de faire de très grosses couvertures. Bon, il faut en avoir aussi l'expérience pour s'attaquer à des choses qui sont très complexes. Il faut surtout faire attention au fait que quand on met un stent, il faut qu'on l'amarre à un endroit sain, dans sa partie haute et sa partie basse. On ne peut pas larguer un stent en pleine tumeur, avec de la tumeur sur un bout et l'autre, sinon il va se boucher. Donc c'est ça les limites. Une grosse tumeur qui rentre jusqu'à dans l'oreillette droite peut être malheureusement une limite de la pose de ce stent. Mais je dirais dans la pratique, plus de 90% des malades, quelle que soit la tumeur qu'ils ont dans le médiastin, peuvent être traités, puisque la tumeur est globalement franchissable et les stents sont très longs et de gros diamètre. Donc, on y arrive quasiment tout le temps. Voilà. Merci, docteur. Donc, on va passer à la deuxième présentation, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous.